Bonjour, bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en 7 ce samedi 25 mai 2024. On va parler du Tchad où l'ambassadeur Halamaï Halina est nommé Premier ministre en remplacement de Succès Masra. Nous irons du côté du Sénégal. 2 activistes sont en détention pour diffusion de fausses nouvelles sur Ousmane Sonko. Au Bénin, le blocus de la circulation vers le Niger via le fleuve frontalier, c'est le sujet qui retient l'attention. Et puis nous parlerons aussi du Togo, la démission du gouvernement Victoire Toméga Dobé selon les usages républicains au lendemain donc des élections législatives du 29 avril dernier. 2 invités feront le débat avec moi pour cette émission. Marcel Agbessinou, il est journaliste, il est également juriste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos compatriotes qui nous suivent de part d'autres. Et je salue mon co-débatteur. Et je salue vous-même, vous êtes encore élégant. Merci. Et je salue la population de Yoto qui le suit aussi. Merci pour avoir répondu à l'invitation. Face à vous, Komi Mayaba, directeur de publication du journal Le Symposium. Bonsoir Komi Mayaba. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. L'émission Le Monde en 7 qui est suivie de par le monde aujourd'hui, nous sommes à ce numéro pour décortiquer l'actualité dans son ensemble, puisque comme vous l'avez constaté, c'est l'actualité de l'heure. Et bon, avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, nous y parviendrons. Merci beaucoup également d'accepter l'invitation. Direction le Tchad. Là-bas, le nouveau président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment le jeudi 23 mai dernier pour donc son mandat de 5 ans après donc l'élection du 6 mai dernier. Et justement, quelques heures après avoir prêté serment, dans la soirée, la présidence de la République tchadienne a annoncé la nomination au poste de Premier ministre de M. Halamaï Halina, un ancien ambassadeur du Tchad en Chine, qui a aussi été pendant 13 ans à la tête du protocole de la présidence de la République. Et il succède donc à ce poste à l'opposant Succès Masra, qui briguait lui aussi la magistrature suprême, mais qui n'avait recueilli selon les suffrages que 18,54% des voix. Est-ce qu'on peut essayer, comme Imayaba, de comprendre pourquoi aujourd'hui le nouveau président tchadien choisit simplement de rompre avec Succès Masra? Est-ce qu'on peut juste dire simplement que Succès Masra est venu jouer un rôle qu'il a achevé? En fait, c'était pour l'apaisement, en fait. Et Succès Masra, rentrant au gouvernement de Mahamat Déby, c'était pour amener le peuple tchadien à un apaisement ou à un calme. Vous savez que Succès Masra, à l'époque, c'est lui qui était le porte-flambeau de l'opposition. Et aujourd'hui, quand il est rentré au gouvernement, il y a beaucoup qui l'ont critiqué également, parce que quand tu ne peux pas être à côté de quelqu'un et en même temps pouvoir le repousser. Et c'est dans ce sens que dès l'entrée au gouvernement de Mahamat Déby, les gens s'étaient interrogés sur cette façon de faire. Est-ce que c'est un gouvernement de partage ou un gouvernement de coalition ou un gouvernement de partage, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la leçon qu'on tire de son entrée au gouvernement et aujourd'hui, ce qui s'est présenté avec la nomination de l'ancien ambassadeur en Chine, ça montre visiblement que le système Masra n'avait pas réfléchi grand pour pouvoir commencer à penser qu'il devait lutter ou il devait travailler aux côtés de Mahamat Déby. Parce qu'à l'époque, s'il était resté dans ses bottes, comme quelqu'un qui était un adversaire farouche de Mahamat Déby, aujourd'hui, la gouvernance de Déby ne les lirait pas. De toutes les façons, il devait exécuter le programme du chef de l'État. Dans ce cas de figure, ça veut dire que tout ce qui se ferait, il est lié, ça veut dire qu'il perd un peu sa crédibilité. Donc, du moment où ce n'est pas
pas à la suite d'une crise où on a parlé d'un gouvernement d'union nationale et qu'il accepte de rentrer au gouvernement. Ça s'est passé ici au Togo, vous le savez très bien, où on avait nommé Kofi Go pour un gouvernement de transition pour gérer les affaires afin de pouvoir passer à 91. Donc, je pense que si c'était sur ces cartes-là, aujourd'hui, moins de questions, moins d'interrogations sur cette entrée. Mais du moment où on l'a lâché en plein vol, puisque à un moment donné, on ne peut pas dire en plein vol parce que on a organisé des élections, on a trouvé qu'il ne serait pas l'homme qu'il faut encore pour conduire ce qui est fait, surtout qu'il a fut candidat adversaire, c'est-à-dire l'opposant où il était adversaire de Mamad Déby. Ça veut dire qu'aujourd'hui il va toujours le combattre, il ne pouvait pas encore le reconduire dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Donc nous nous interrogeons beaucoup sur l'avènement de nos gouvernants, parce que quand on veut avoir la chance de militer aux côtés de l'opposition, ou peut-être avoir la trempe de quelqu'un qui peut représenter véritablement l'opposition, il faut que vous portez ce manteau-là, et avec ça, vous allez garder vos plumes. Aujourd'hui, il risque de perdre. Même le score qu'il a eu à faire 18%, peut-être serait la cause du fait qu'il soit entré au gouvernement de Mamad Déby. Il dit avoir été triché quand même. Non, bon, ça c'est le slogan de tous les opposants. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous travaillez, il n'y a jamais une élection où l'opposition ne vante pas ses mérites en disant qu'on a été triché et sans preuve palpable. Parce qu'il y a toujours les institutions qui règlent ces questions-là. Quand on parle de tricherie, quand vous avez des preuves, la Cour constitutionnelle chez nous ici est là, il faut trancher sur ces questions-là. Sauf que, comme vous le constatez, ou nous le constatons, cette cour ou les cours constitutionnelles sont toujours acquises à la cause des pouvoirs, et donc c'est difficile pour à certains niveaux qu'on annule des élections pour preuve ou faute de régularité de ces élections. Donc, Marcel Agbessinou, on sait que la démission de Succès Masra répond à ce qu'on appelle les usages républicains. Parce qu'il y a eu une élection, un vainqueur a été proclamé, il devait démissionner. Finalement, aujourd'hui, le fait qu'on ne le reconduise pas dans ses fonctions, est-ce que ça veut dire finalement qu'il a achevé sa mission, on n'a plus besoin de lui? Bon, politiquement, je peux dire qu'il a achevé sa mission dans la mesure où il est arrivé en deuxième position, si je ne me trompe pas, selon les résultats proclamés par les juridictions compétentes tchadiennes. Donc il est venu en deuxième position, et quelqu'un qui est venu en deuxième position, il devient forcément le chef c'est pas chef de file de l'opposition, mais il devient une force potentielle pour au moins la force de l'opposition. Voilà, il est un peu visible plus qu'avant. Donc il est arrivé en deuxième position. Mais retournons un peu en arrière concernant la personnalité de l'homme même, parce qu'il a été longtemps aux côtés, derrière les frontières. Il a fait plusieurs années, comme vous venez de l'intituler, 13 ans en Chine. Il était ambassadeur. On va revenir sur son parcours tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle un peu du remplacement. Le remplacement, je vais m'appesantir effectivement sur son remplacement, parce que le président actuel, Mamad Idriss Déby, pour bien gouverner, pour bien asseoir un peu les institutions de la République, parce que c'est la première fois que lui est président de la République à l'issue d'une élection présidentielle. Donc il est de bon ton que il cherche ces éléments, ces hommes de main avec qui il peut toutefois gouverner. Il avait annoncé qu'il ne ferait pas de gouvernement d'union nationale. Ça veut dire aujourd'hui il veut assumer la plénitude de l'exercice du pouvoir. Effectivement, tout chef d'État qui est issu d'une élection présidentielle ou bien qui a la majorité doit avoir la plénitude de son pouvoir, doit gouverner avec sa majorité. Aujourd'hui, il est issu d'une élection que le peuple tchadien, il a été plébiscité d'ailleurs par le peuple tchadien 61% à 61%.
de voix, c'est déjà grand. Il n'a pas besoin d'un adversaire avec qui il va traiter, il va collaborer avec ses amis-là dans son gouvernement. Non, il est libre de tous ces mouvements, raison pour laquelle il a remercié même au lendemain de sa prestation, de son investiture d'ailleurs, et il a remercié le Succès Masra, le Premier ministre là, et le lendemain immédiatement, il a remercié, il a nommé... Dans la soirée même, c'était dans la soirée de jeudi que la présidence a annoncé donc la nomination donc au poste de Premier ministre de Alamaï Halina. Et vous étiez en train de le dire, l'homme n'est pas un inconnu parce qu'il a été ambassadeur donc du Tchad en Chine, et puis il a été pendant 13 ans à la tête du protocole de la présidence de la République. Donc c'est un cercle qu'il connaît très bien. Oui, bon, il était dans les arcanes du pouvoir depuis longtemps. Avec Déby Père. Oui, avec Déby Père. Aujourd'hui, je pense que la stratégie qu'a utilisée Fils Déby n'est pas quand même mauvaise. Du moment d'abord que c'était à la suite d'une crise, d'abord qu'il était au pouvoir. Et donc il fallait d'abord aller, comme je le disais dans l'entame de mes propos, il fallait aller à l'apaisement, il fallait réunir. C'est qu'il a réussi le coup en fait. C'est pour dire qu'à un moment donné, tout ce qui s'agitait par rapport à son avènement au pouvoir, parlant de coup d'État et tout ce que nous connaissons, aujourd'hui, il a pu les mettre ensemble pour que nous puissions travailler, gérer cette transition-là et aller aux élections. À la suite des élections, et je crois qu'il est libre maintenant de jouer la plénitude de son pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Il pouvait, c'est lui seul qui nomme, c'est lui qui a le secret d'État, c'est lui qui sait qui nommer, il avait tout planifié. Si je réussissais ou je gagnais, voilà mon programme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc il avait déjà son chronogramme, il avait déjà aussi la nomenclature de son gouvernement. Aujourd'hui, il ne traînerait plus. Donc, c'est pour juste faire avancer les choses. Mais quant à l'homme qui est arrivé actuellement à la primature, je crois que on peut parler d'une continuité. Parce que ce monsieur qui a fait 13 ans dans les arcanes du pouvoir du Père Déby, aujourd'hui n'est pas quand même un étranger ou n'est pas un inconnu du pouvoir du Fils Déby. Et donc, je me pose cette question, est-ce que ça ne va pas présenter comme si le même système n'a pas changé de main. Parce que quand on prend les mêmes, on refait avec ce qui était, avec les nouveaux qui rentrent, je crois que ça va donner un petit chamboulement. Mais bon, on a souvent dit qu'on a besoin des grands aux côtés des petits, peut-être ce mélange-là, pour harmoniser les positions. Mais dans ce cas, actuellement, je pense que le nouvel homme fort qui vient de rentrer au gouvernement, enfin le nouveau Premier ministre, doit avoir quand même les tentacules, beaucoup de tentacules pour relever le défi, parce qu'il connaît mieux le pouvoir que le Fils Déby qui est actuellement au pouvoir. Et donc c'est justement pour ça qu'il a mis à ses côtés pour qu'ensemble ils puissent gérer les problèmes qui sont inhérents à ce que nous connaissons, les problèmes de contestation, les problèmes de partage du pouvoir et tout ce que vous connaissez. Je pense qu'ils vont harmoniser les positions. Mais j'aurais souhaité également que la composition de son gouvernement, qu'on puisse quand même penser aux technocrates. C'est-à-dire qu'aux gens... On va venir aussi à ça tout à l'heure. Quand vous prenez le profil du nouveau Premier ministre, c'est un diplomate chevronné, ça c'est selon, mais quel message est-ce que le nouveau président essaye d'envoyer en mettant un diplomate? Est-ce que il essaye de repositionner le Tchad sur la scène internationale? Non seulement un diplomate, mais c'est quelqu'un qui connaît le palais du feu Idriss Déby, parce que quelqu'un qui a été le chef protocole, qui est le directeur du protocole, c'est-à-dire que la personne, il maîtrise les arcanes du pouvoir, il maîtrise les relations internationales, il maîtrise celui qu'on peut nommer à l'extérieur de tel pays, dans tel continent, il maîtrise tout, il connaît les présidents, il connaît les anciens présidents. Donc aujourd'hui, ici, il a été nommé, c'est juste pour au moins encore donner plus d'image à ce pays
pays qui traîne de chaque génération de guerre, de chaque génération. Oui, mais en même temps, est-ce qu'en interne, c'est un monsieur qui connaît le Tchad? Parce que les problèmes du Tchad aujourd'hui, c'est le chômage endémique. Il y a des problèmes d'insécurité. L'électricité est des abonnés absents. Le Tchad a du pétrole, mais on peine à manger. Est-ce que c'est le profil qu'il faut quand on a autant de problèmes? Mais en Afrique, et surtout dans les arcanes de nos pouvoirs, les dirigeants africains, ils ne se soucient pas de tel, est-ce que tel, il connaît bien sa localité, est-ce qu'il connaît le pays, c'est pas ce qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est l'extérieur. Il faut donner une bonne image à l'extérieur. On s'en fout de ce qui se passe à l'interne. Raison pour laquelle, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs années à l'extérieur, on peut toutefois le coopter rapidement de venir être un diplomate ou bien être un premier ministre ou bien président de l'Assemblée. C'est comme ça on gouverne nos pays. Est-ce que Déby qui est au pouvoir, Mahama qui est au pouvoir actuel, vous pensez que est-ce que lui il connaît bien le Tchad plus que qui? Il ne connaît pas le Tchad. Lui il est militaire, il était militaire et aujourd'hui il continue d'être militaire mais sous d'autres cieux. Et je ne suis pas sûr qu'il a démissionné avant d'être président de la République aujourd'hui. Il a des gens qu'on peut toutefois nommer à travers. Normalement, il devait faire une transition avec son mandat. Là, c'est un mandat transitoire, mais il ne le fera pas parce qu'il dira que j'ai gagné les élections un coup KO à haut les mains et donc je dois nommer mes hommes de main et je dois nommer mes femmes de main. C'est ce qu'il va le faire. Donc, normalement, j'étais à sa place ou bien un intellectuel ou bien quelqu'un qui voit très vite l'avenir d'un pays. Normalement, il devait nommer des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Normalement, c'est ce qu'il devait faire. Mais il a nommé un ambassadeur. Pensez qu'il fallait peut-être un économiste ou quel genre de profil auriez-vous souhaité avoir un poste politique, on n'a pas besoin d'un économiste ou bien d'un juriste chevronné, non. Mais il faut nommer quelqu'un qui peut être à l'écoute des citoyens, du peuple. Peut-être pour lui, c'est la bonne personne, donc Halamaï Halina, qui l'a mis à ce poste. Et quand on lit même le livre du nouveau président tchadien de Berbère à président, il parle justement de celui qu'il vient de nommer, qu'il appelle donc son grand frère, quelqu'un qu'il connaît depuis au moins 8 ans, un peu l'avoir fréquenté, un homme simple. Alors aujourd'hui, donc pour lui, c'est l'homme de la situation. Maintenant, vous étiez en train de vous prononcer sur le gouvernement que Monsieur Halina doit former. Vous pensez que ça doit être un gouvernement de technocrates? Oui, en fait, bien évidemment, un gouvernement de technocrates. Bien avant cela, je pense que la question que vous avez posée à mon confrère, je dois avoir sa place parce que aujourd'hui, la nomination de l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur, répond sur 2 critères. Le premier critère, c'est parce que c'est pour des raisons, pour des relations internationales. Du fait qu'il ait fait longtemps avec les MIPER, non seulement là... Les arcanes de la diplomatie. Voilà, donc connaissant les arcanes de la diplomatie, il peut redorer le blason du fils Déby. Parce que vous savez que le fils Déby, l'avènement du fils Déby au pouvoir a été véritablement contesté. Justement, parce que même depuis qu'il a prêté serment, depuis qu'il a été élu, il n'y a que la France qui l'a félicité. Justement, et ça répond. À l'international, à part les quelques États africains, parce que beaucoup de chefs d'État, au moins 8 sur le continent, étaient présents à son investiture. Voilà, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la France qui était derrière le fils Déby depuis ce feuilleton continue de le soutenir pour quelques raisons que personne ne maîtrise. Parce que le même scénario s'est posé dans certains pays et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous nous posons des questions sur cette question où quand la situation conflictuelle se pose comme ça et que la France se met derrière, est-ce que ce n'est pas pour des intérêts? Beaucoup de débats ont été menés dans ce sens-là et les gens ont lu l'intention de la France. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que en mettant ce tome-là, peut-être il va penser les plaies du fils Déby parce que derrière, c'est beaucoup de mots
qui sont créés, et donc il faut quelqu'un pour colmater les brèches ouais. et puis donner quand même une image positive du Tchad. Maintenant, au niveau international. quelle figure au prochain gouvernement? En fait, cette figure qu'il faut à ce gouvernement, je crois que je le disais, il faut un gouvernement de technocrates. C'est-à-dire que les gens qui vont venir maîtrisant les arcanes connaissant les problèmes endogènes, c'est-à-dire que les problèmes que vivent les Tchadiens. Les Tchadiens, vous les avez énumérés ici, la pauvreté, le chômage, le sous-emploi, et l'électricité qui n'y est pas, des questions sociales. Donc, quand il s'agit des gens comme ça, il ne faut pas peut-être aller dans le copinage. Il ne faut pas aussi aller peut-être parce qu'il est de mon parti, je m'entends bien, parce qu'il ne peut pas tout à l'heure me décevoir. Donc, il faut quelqu'un, des gens qu'on nomme doivent être à l'écoute et qui soit à mesure de répondre quand il le faut. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec ce que le Tchad a vécu, il continue de vivre, il faut véritablement mûrir les idées pour trouver des gens qu'il faut à la place qu'il faut, afin que la pauvreté, ce pays quand même a connu beaucoup de péripéties et continue de subir les affres de ces péripéties. Donc je pense qu'il faut véritablement repenser la donne autrement. En le faisant, le fils d'Ebi et le vieux ambassadeur, le vieux ambassadeur qui est arrivé, voilà, donc doivent se mettre ensemble pour réfléchir à comment redorer le blason du Tchad. Parce que le plus important aujourd'hui, les Tchadiens veulent un nouveau Tchad. Ce nouveau Tchad, c'est de vivre, manger 3 fois, vivre sous l'électricité et puis tout ce qui est question sociale. Répondre aux besoins vitaux de la population. En même temps, quel avenir voyez-vous pour Succès Masra? Non, le Succès Masra, donc, il a été remercié par le fils. Il devait s'y attendre un peu. Oui, peut-être ce sont des discussions de couloir réussies qui ont accouché ce remerciement. Mais l'avenir politique pour lui, je peux dire que faire de l'opposition. Il doit faire l'opposition pour au moins instaurer sa visibilité et implanter son parti sur le plan national et pour les prochains jours électoraux et pour qu'il soit un peu à la magistrature suprême, parce que le fils d'Ebi, c'est un militaire. S'il tient bien des discours à l'égard de la population qui cherche un oiseau rat, donc il peut toutefois être porté par les Tchadiens et les Tchadiennes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Tchad en dispose sous son sous-sol de pétrole, de l'or aussi, et de manganèse et de bauxite, etc. Ça fait que ce pays a été convoité et traumatisé par les Occidentaux, surtout la France, qui est toujours là derrière. Est-ce que ce n'est pas aussi plus à cause de sa position stratégique? Certains pays veulent avoir des bases là-bas parce que de là, on peut rapidement se déployer dans un certain nombre de pays sur le continent. Mais ça seul ne justifie pas la présence des Occidentaux au Tchad. Il y a plusieurs pays qui sont des pays qui peuvent être qui peuvent toutefois servir cette France à avoir sa base militaire, ou bien les Américains avoir leur base militaire, mais ils ne siègent pas à ces pays, mais ils ont choisi le Tchad parce que le Tchad a été facile. Il faut chercher quelqu'un qu'on peut manipuler de midi à 14h. Et pourquoi les gens se questionnent, pourquoi le soir du décès de Idriss Déby, et que c'est son enfant, on a proposé, on a imposé d'abord. C'est pas le seul pays dans lequel c'est arrivé. Aux Tchadiens. Et on nous ont dit, ils nous ont proposé, ils nous ont montré que le feu et Déby était parti au front, mais on n'a pas vu des corps habillés et tués, ou bien des corps habillés qui sont au moins enlevés
avec Déby. C'est Déby seul, on a vu. D'accord, on ne va pas remettre en cause l'histoire. C'est un peu compliqué. On a imposé ce jeune homme à tout un peuple. Qui a gagné aujourd'hui donc les élections avec 61% des voix et qui vient de nommer donc un premier ministre. Pensez qu'il faut rapidement un gouvernement pour qu'on se mette au travail? Non, bien évidemment, il n'y a pas de temps à perdre. Mais comme vous avez dit, l'avenir de Hissène Masra aujourd'hui, il est allé à l'école de l'opposition togolaise. Vous avez vu, quand il était question de l'entrée au gouvernement de l'UFC, vous avez vu tout le feuilleton qui s'est passé ici au pays. Donc après, aujourd'hui, vous allez voir que l'opposition est fragilisée après avoir cohabité avec le pouvoir en place. Les gens, enfin, les partisans n'en donnent plus confiance. Et puis, exactement, aujourd'hui, l'UFC n'est plus à l'Assemblée. Donc, ça veut dire que les débats politiques intéressants ne vont plus concerner la principale figure de l'opposition qui était à l'époque l'UFC. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'entrée au gouvernement de Hissène Masra, ça réduit un peu sa visibilité sur la scène politique internationale. Bon, enfin, sur la scène politique nationale d'abord. Parce qu'à un moment donné, tous ceux qui cohabitent avec le pouvoir, c'est pas seulement au Tchad, ailleurs, quand vous venez à un gouvernement où vous avez dirigé avec le pouvoir, à la fin, vous portez quand même, vous avez les rédicats, ou vous portez les manteaux de la gestion de ce pays. C'est pourquoi, en principe, moi, je ne souhaite pas, ou je ne vois pas pourquoi est-ce que forcément les gens veulent que, quand quelqu'un gagne, laissez-le gérer. Après, il rend compte. Mais quand vous rentrez dans cette danse, je pense que ça va quand même porter préjudice parce que demain, vous serez quand même responsable de certains affres ou certaines situations qui se seraient présentées. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a plus de temps, il va rapidement former son gouvernement et aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir un nouveau Tchad qui va pousser un coup de soulagement par rapport aux problèmes existants dans ce pays. Ces problèmes, c'est que les gens, la guerre, le traumatisme... Il y a une rébellion qui se signale à nouveau. Ah oui, c'est ce que je dis, mais il faut faire vite pour arrêter la tempête. Parce que je ne sais pas s'ils vont engager des discussions avec cette rébellion ou peut-être on va vouloir faire comme ce qui se passe en RD Congo où on accuse les uns au lieu d'attaquer le problème par les racines, on dit que c'est l'instrumentalisation d'un autre pays. Je crois que quand quelqu'un sort, il manifeste, c'est qu'il véritablement il doit avoir un problème derrière. Chercher à écouter ces personnes-là, décider ensemble, ce n'est pas des terroristes. On dit rébellion, c'est des gens qui réclament quelque chose. Quand ils prennent les armes aussi contre les populations civiles. Non, en fait, quand ils prennent les armes contre les populations, je suis d'accord qu'on peut... Non, c'est pas la solution. Les armes contre les armes ne résolvent pas le problème. Il faut discuter. Oui, mais quand ils tuent des populations, on va pas aller gentil pour dire arrêtez. Non, on ne dit pas d'aller... On a une armée aguerrie, on leur demande de zigouiller tout ce monde-là. Et puis oui, bon, tranquille. Je suis d'accord. C'est pourquoi cela, c'est parce qu'à un moment donné, ils réclament quelque chose qu'ils ont été lésés. Mais comme ça, la manière de prendre les armes n'est pas bien. Mais en même temps, en tant que premier responsable de l'État, tu dois quand même chercher à écouter ou à organiser un dialogue afin de pouvoir trouver des solutions. Alors, on va passer maintenant au second sujet. Nous sommes du côté du Sénégal où 2 activistes sont en détention pour diffusion de fausses nouvelles sur Ousmane Sonko. Ça étonne du monde aujourd'hui. Un activiste et un pêcheur ont été placés en garde à vue à Dakar après avoir attaqué le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et ses récents propos sur l'homosexualité. Il s'agit donc d'accusation qui est portée contre ces 2 hommes pour diffusion de fausses nouvelles et offense à l'encontre du chef du gouvernement, l'activiste Badiakate. Lui, il a été interpellé le 20 mai par la division des investigations criminelles et il s'est livré dans une vidéo à des attaques contre la personne du chef du gouvernement sénégalais. Et puis le pêcheur tchèque Ahmed Tidiane Ndao, lui a été placé en garde à vue le 21 mai dernier par les mêmes services, qui a reproché donc dans une autre vidéo au Premier ministre ce qu'il dénonce comme de la complaisance vis-à-vis de l'homosexualité. Alors je rappelle que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko tenait ses propos dans le cadre de la visite de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon. Voici les mots d'Ousmane Sonko, ces mots qui ont révolté certaines personnes au Sénégal. Depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes. Il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Et il dit donc que si le fait, c'est-à-dire si l'homosexualité n'est pas acceptée, il est toléré.
voilà le mot qui a fâché. L'homosexualité n'est pas acceptée, il est toléré. Alors d'abord, avant de venir même à la perception dans les pays africains de l'homosexualité, revenons sur le fait, on parle de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles, d'offense à l'encontre du Premier ministre. Les gens s'étonnent que ce soit Ousmane Sonko qui lui-même a été victime d'un certain nombre de brimades et que la justice réagisse comme ça. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je suis un peu ébahi, étonné, déçu, découragé par rapport à la saisine de la juridiction. Je ne sais pas si c'est le plaignant. Je sais que c'est le plaignant qui est Ousmane Sonko, le Premier ministre, ou bien c'est l'autosaisine du parquet. Parce que je sais, selon l'article 254 du Code pénal sénégalais, il a été clair que quiconque qui exerce une portion du pouvoir doit être protégé. Donc c'est cette protection-là qu'est en train de bénéficier Ousmane Sonko et ses avocats, ou bien et l'État en train de placer des gens sous contrôle, sous mandat de dépôt. Et je suis un peu étonné de voir ça pour la première... Là, ils sont placés en garde à vue. Garde à vue, donc je suis un peu étonné. Normalement, c'est Ousmane Sonko qui devait au moins calmer ce jeu, faire profil bas sur ces choses, mais à qui pas. Est-ce qu'il peut s'opposer à la démarche judiciaire? Oui, bon, c'est un Premier ministre, c'est lui qui est le plaignant. La justice est bon, rien ne dit qu'il s'est plaint. On ne sait pas si c'est une autosaisine. Même si la justice est indépendante, on dit souvent en droit que pas d'intérêt, pas d'action. Étant donné que les diffamations ont tourné orientées vers Ousmane Sonko, le Premier ministre aujourd'hui, et on est en train de citer l'article 254 du Code pénal et 255 du même code qui punit les offenses envers les autorités de l'État. Normalement, Ousmane Sonko, j'étais à sa place pour la première fois. Il vient d'arriver. Il vient de prendre les fonctions, ça n'a même pas duré. Et il a en train de... les choses dont il a été victime, ce sont des diffamations. Et voilà qu'il a pris fonction, ça n'a même pas duré. Il est en train de renouer avec les mêmes choses que Macky Sall. Ça l'a désiré. Ça fait que, bon, l'avenir du Sénégal par rapport à ce que Ousmane Sonko est en train de faire est un peu sombre. Et ça ne rassure. On ne va pas non plus aller trop vite en besogne. Non, et ça ne rassure pas. Mais chez nous ici, il y a un adage populaire qui dit que le bout qui doit avoir de viande ou bien de graisse là, si vous voyez cette démarche, ça montre définitivement ce que le bout là deviendra après. Mais, normalement, moi je donne l'exemple souvent de notre président de la République, le président Faure Gnassingbé. Il a subi des attaques de gauche à droite, même pas des petits garçons, même des nourrissons. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 3 jeunes adolescents. Mais c'est depuis 2005 jusqu'à maintenant, Faure Gnassingbé, le président togolais, n'a jamais saisi aucune juridiction parce que telle personne m'a diffamé. Personne ne sait si Ousmane Sonko a saisi la justice. Donc, on va relativiser sur ce fait, mais venons-en aussi à quelque chose qu'il faut dire, et ça, nous les journalistes, on connaît très bien cela. Vous pouvez porter des critiques, mais il faut que ce soit, surtout quand c'est à l'endroit d'une personne dépositaire de l'autorité publique, que ce soit un point de respect. C'est pas parce que vous critiquez une action que vous versez dans la diffamation, dans l'offense contre la personne. Effectivement, bon, c'est ça, vous l'avez tout dit. Moi, je dis, je ne sais même pas pourquoi il doit y avoir le débat autour de cette question. Ce serait toi, Samuel, ce serait moi, ou mon cher ami Marcel. Quand je vois qu'il y a des allégations portées contre ma personne qui sont fausses, je peux porter plainte. Aujourd'hui, ce qui est important, ou ce qui reste un peu sombre dans ça, on ne sait pas, c'est souvent Sonko qui a porté plainte ou c'est une autosaisine. Mais de toutes les façons, la démarche au niveau de cette situation, moi je crois qu'elle est normale. Aujourd'hui, seule la justice pourra quand même élucider ou trancher cette affaire. Parce que de toutes les façons, même ce qui s'était passé avec Ousmane Sonko à l'époque, personne n'était contre, parce que les gens se disaient si effectivement
les faits qui lui sont reprochés sont vrais, seule la justice pourra quand même justifier ou élucider. Donc aujourd'hui, quand on est, enfin, on se voit, on a quand même, on est victime d'une diffamation ou d'un fait, d'une situation qui ne semble pas être présentée comme un fait réel. Vous pouvez quand même demander à savoir, ça se passe avec nous, quand même les journalistes. À des moments, quand nous sortons, nous portons des déclarations, il faut que nous ayons des preuves par rapport à ce que nous disons. Mais quand, à un moment donné, nous n'arrivons pas à sortir des preuves, c'est parce que c'est une autorité que nous pouvons tout dire sur la personne. Je crois qu'il faut réglementer le débat. Et dans ce sens-là, ça ne peut pas, contrairement à ce que le confrère dit, que ça porte entorse à l'avenir de Ousmane Sonko. Je pense qu'il est trop tôt d'aller vers ce terrain parce que aujourd'hui, nous allons voir, est-ce qu'effectivement ce que les jeunes là sont en train de dire, la justice va quand même sortir, aller creuser pour voir si c'est réel, même si c'est réel, c'est dans quelle mesure ça a été dit, et comment ça a été dit. Tout ça là. On leur reproche pas la critique, voilà, on leur reproche peut-être la manière. Voilà, pas de diffusion de fausses nouvelles, offenses. Oui. Voilà, donc si c'est comme ça, je pense que il faut quand même un minimum de respect à l'endroit des autorités, parce que à un moment donné, leur statut leur permet quand même cette protection-là. Et donc, si nous nous versons dans ce sens-là, je crois que les gens diront que c'est l'instrumentalisation, puisque ces jeunes, en le faisant, qui se dit, bon, je n'ai pas quand même mené l'enquête pour voir, est-ce que c'est pas les gens qui sont en train de courir pour dire, mais faites ceci contre quelque chose et tout, personne ne se le dira. Mais en tant que premier responsable de la primature, et aujourd'hui, il lui appartient, ou il appartient à l'État ou aux populations de peut-être porter un droit de regard, que même qu'il soit critique ou pas, qu'à ce soit que cela se fasse dans les règles de l'art. Voilà, d'accord. Maintenant, venons-en au fait. C'est la question de l'homosexualité, je l'ai dit, donc c'est l'opposant de gauche radical français Jean-Luc Mélenchon qui était en visite en France et qui donc dans son discours a appelé le Sénégal à respecter les minorités les minorités sexuelles. J'ai un problème quand des blancs prennent l'avion pour venir nous dire que on doit avoir de la considération, du respect pour des gens qui ont des pratiques sexuelles déviantes, etc. Et cette question aujourd'hui se pose avec beaucoup d'acuité parce que les lobbies LGBTQI, ils alignent des sigles comme ça, veulent se faire entendre. Ouais. Mais les valeurs africaines sont aussi là. Et je suis un peu choqué de constater, d'écouter un Français de la peau blanche venir chez nous ici en Afrique, hein, l'Afrique, un continent noir, et la majorité sont des noirs. Et nos traditions, nos pratiques sont des pratiques ancestrales. Et nos cultures relèvent de nos aïeux. Et chez eux là-bas, il n'y a même pas de culture, ni de tradition, ni des interdictions. Tout est permis chez eux. On ne peut pas nous imposer que aller respecter une minorité. La minorité, c'est-à-dire que l'homosexualité, qu'eux sont dans la société, de les respecter. C'est un peu difficile de concevoir ce genre de choses. Ces gens-là qui pensent que eux, ils sont au top de la connaissance. Eux, ils maîtrisent tout. Que le monde, c'est à eux. La démocratie, c'est à eux. La politique, c'est eux. Et c'est eux qui viennent chez nous imposer toutes les doctrines, toutes les écoles, que ce soit la colonisation, l'esclavage, tout, ils nous imposent tout. Et nous sommes perdus. Aujourd'hui, le noir n'a plus sa culture. Le noir est perdu dans tout ce qu'il fait. Nous n'avons pas de tradition. Et même ce qu'on est en train de célébrer comme les pratiques chrétiennes, tout ça là, on ne sait quoi. Tout est mélangé. Et vous êtes là que l'homme et homme de même sexe s'accouplent. C'est jamais vu. Même les animaux ne le font jamais.
vous ne verrez jamais un animal s'accoupler avec un mâle contre un mâle, jamais. Mais c'est ce que les Blancs là nous imposent contre des aides. Que si vous ne respectez pas ça, nous n'allons pas vous financer. Il y a plusieurs conditionnalités, ils conditionnent, même nos présidents sont pris en otage. Et il faut dénoncer ces genres de choses. Normalement, les Sénégalais et les Sénégalaises doivent organiser une manifestation spontanée contre cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, que je respecte beaucoup parce que c'est un homme politique de taille en France. Voilà qu'il a trahi ses pensées, il a trahi sa personnalité. Moi, je suis un peu choqué de constater qu'il continue par propager leur nouvelle là, je ne sais pas comment l'appeler ça, leur pensée unique là. Ça c'est un peu révoltant. Ouais. En même temps, quand on est dirigé par un premier ministre ouvertement homosexuel, il faut voir le niveau de tolérance qu'ils ont. Oui, c'est peu de le dire. Et quand on revient chez nous, et si on reprend les propos de Ousmane Sonko dans son contexte, il dit l'homosexualité n'est pas accepté, ça c'est un fait, mais il est toléré. Est-ce qu'il a dit quelque chose de grave? Parce qu'en même temps, dans nos pays, on ne tue pas les homosexuels. Oui. Tout ce qu'on dit, si vous avez vos penchants sexuels, faites-le dans votre chambre. Ne venez pas le mettre sur la place publique pour choquer l'opinion. Ne venez pas demander qu'on légalise cela. C'est tout. Non, au fait, c'est que c'est une... Parce que les hétéros, eux, ils ne font pas l'amour à la plage. Hein? Non, bon. Au fait, le problème fondamental, c'est que c'est une migration. Ces pratiques-là sont en train d'arriver dans nos États, surtout africains, par manque de prudence. À des moments, aujourd'hui, le confrère le disait, mais je suis un peu sidéré quand on dit aujourd'hui que c'est tout vient d'eux. Oui, effectivement, la plus forte raison, nous sommes en train de faire l'émission sans leur langue. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale qu'ils ne puissent pas nous amener ce qu'ils veulent. Même la démocratie dont nous clamons, nous ne connaissons pas la démocratie à l'époque. Aujourd'hui, tout vient d'eux. Mais ce que nous devons savoir, nous Africains devons savoir, notre tradition doit quand même, on peut tout nous prendre, sauf notre identité culturelle. Donc, c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, on tente de nous soudoyer, même les dirigeants sont comme vous l'avez dit, vous l'avez relevé, tentent même de légaliser ce qui est obscène. Ce qui est obscène, ce qui n'est pas quand même digne de concevoir. Même les ancêtres seront en colère contre toutes ces pratiques-là. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est des responsabilités que nous devons prendre. Et maintenant, des déclarations du genre que c'est ce qui n'est pas accepté et toléré. C'est quelque chose comme ça, non? Voilà, ce qui n'est pas... c'est pas accepté, mais il est toléré. Non, on ne peut pas concevoir ces propos-là. Je crois que c'est des propos déplacés, à mon avis. Parce que du moment où on n'accepte pas l'homosexualité dans un État, et qu'on dit que c'est pas parce que c'est accepté qu'on peut permettre aux gens de le faire. Vous l'avez relevé. Si vous voulez le faire, faites-le, mais n'imposez pas aux autres ou ne mettez pas ça comme une loi fondamentale où ça peut permettre à chacun de le faire. Donc, nous n'allons pas revenir sur ces faits-là. Mais ce que nous devons comprendre, nous n'allons pas perdre aussi les repères. Nous avons nos repères, nous avons notre culture. Nous n'allons pas tout accepter de ce qui nous importe, ce qui ne peut pas nous arranger. Donc, véritablement, je pense que quand les dirigeants sont à la tête, tentent de légaliser ce qui n'est pas légalisé. Bon, de penser qu'aujourd'hui, l'Afrique, parce qu'eux aussi disent que les homosexuels aussi ont leurs droits, ils sont libres de leur mouvement, ils sont tout. Ça fait débat, débat, ça découle de beaucoup de débats aujourd'hui sur la scène politique internationale par rapport à l'homosexualité. Regardez ce qui s'est passé avec le pape François récemment, où on a parlé. Actuellement, ils tentent même de justifier les technocrates, même les théologues aussi. Les théologiens aussi sortent aussi pour sortir leur thèse. Je pense que c'est un flou qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Les hommes de Dieu n'ont qu'à nous en parler. Mais si eux aussi doivent se mettre dedans pour créer ce flou-là, je pense que personne ne saura ce qui se fait concrètement. Mais je peux vous assurer quand même que ce qui se passe concrètement, c'est que Dieu créa un homme et une femme, et justement, les déviances
j'ai pas envie d'employer des mots pour qu'on me dise... Ah, vous êtes dans votre rôle, hein? C'est carrément une déviance, une abomination. pathologie, contre nature. C'est totalement contre nature. Ça, il faut pas se voiler la face, il faut le dire. On n'est pas contre une personne, mais on est contre une pratique. Voilà, effectivement. Mais c'est vrai, c'est comme si on est en train de rivaliser ce que le Tout-Puissant, que nous appelons celui qui sait causer, sans être causé, le promoteur, la force tranquille, la causalité, et c'est Dieu. On est en train de rivaliser ce Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir dans notre continent, l'Afrique, en train d'être spoliée. Vous allez voir nos filles, nos femmes, les femmes qui sont au foyer. Vous allez voir, ils ont troué, même les oreilles sont trouées. Et on portait plus de 8 ou bien 5, comment vous appelez, les boucles d'oreilles. Et vous allez voir, au pied, on est en train de sceller les pieds avec les perles, les chaînes. Comme si nous sommes bon, ça existait aussi. Mais ça existait, dans nos pratiques. Maintenant, ça a pris une autre connotation. Et on devient des esclaves dans sa propre maison, dans son propre foyer. Et l'époux est là, impuissant, face à son épouse. C'est un peu compliqué. Ce qui est aussi surprenant, vous savez, le nouveau président sénégalais, il a 2 femmes. Si vous voyez comment les Blancs l'ont caricaturé dans leurs journaux, simplement parce qu'il a 2 femmes, c'est nos valeurs. Voilà. On est né dedans, c'est nos valeurs. C'est ce que je dis. Ces Blancs-là, eux, ne connaissent pas l'Afrique. Nos pratiques sont codifiées. Nous appelons en droit la codification des thèses. Les cultures africaines sont codifiées. Les langues sont codifiées. Donc, si eux, ils pensent que un musulman d'ailleurs qui est au pouvoir, qui a le pouvoir, et d'ailleurs c'est un jeune. Le musulman, le peuple musulman dans leur monde des musulmans, un musulman peut prendre au moins 4 femmes. Mais Diomaye Faye au moins en a 2 seulement pour le moment. On ne sait pas si à l'avenir il va encore. Si l'emploi, il n'y a pas de problème. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Juste pour distraire la communauté internationale et peut-être. Maintenant, pourquoi nous aussi on ne prend pas l'avion pour aller vanter ça? Mais attends, c'est comme vous l'avez posé, c'est une belle question. Un matin, j'aurais souhaité voir Diomaye Faye en France avec ses 2 épouses. Voilà, c'est-à-dire que ça montre la valeur africaine. Ouais, quand on dit un président part avec la première dame, il n'y aura pas la première dame, il n'y aura que 2 premières dames. Bon, il voyage, il fait un voyage présidentiel, il se déplace avec ses 2 épouses. Il va dans les pays où il va, il assume sa mission, il revient comme les autres présidents. Et ce sont ça ne va pas nous tuer. Et ce quelles que soient les critiques qu'on va porter contre lui, ce sont des femmes et non pas des homosexuels. Et ça aussi, c'est nos valeurs. C'est nos valeurs. C'est nos valeurs. Moi, je préfère encore avoir 1000 femmes que d'être avec un homme. Mais si, on va marquer la pause et puis on revient juste après le journal pour continuer.